Merci de nous rester fidèles à Bamako, il est 9 heures. Le journal Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue les titres. Le gouvernement à la rencontre des hauts cadres de l'administration pour partager avec ceux-ci le document relatif au cadre stratégique de la refondation. L'exercice a été conduit par le ministre en charge de la refondation, accompagné de sa collègue des réformes politiques et institutionnelles. Le Mali sera l'invité d'honneur de la 6e édition du Forum Italia Africa Business Week. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré les acteurs concernés afin de mieux préparer cette rencontre économique. Mon combat ne vise qu'à donner plus de quiétude aux populations et en accélérant la lutte contre le terrorisme. Propos du capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, qui recevait hier les diplomates. À suivre l'actualité des sports avec le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. L'AS Real de Bamako affronte cet après-midi au stade du 26 mars Earth of Oak Dakar. Et puis tournoi UFOA zone A des moins de 17 ans. Les poulains de Soumel Koulibaly se sont qualifiés hier avec la manière en battant la Mauritanie 2-0. À suivre le dossier culture en fin de journal avec les résistances Dogon à l'occupation coloniale entre 1893 et 1920. Rendez-vous avec Cheikh Omar Sangare. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Séance de présentation, d'échange et d'appropriation du cadre stratégique de la refondation. La cérémonie était présidée par le ministre en charge de la refondation et de sa collègue en charge des réformes politiques et institutionnelles. L'opération a pour but de partager le dit document avec les hauts cadres de l'administration publique, des institutions et des autorités indépendantes. Le point avec Alucine Touré. L'objectif général du cadre stratégique de la refondation est d'assurer un véritable processus de refondation du Mali à travers la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. Son appropriation par les différentes structures étatiques et indépendantes devient dès lors un impératif pour le département en charge de sa mise en œuvre. Ibrahim Kassa Maïga, ministre de la refondation de l'État et des relations avec les institutions. Après la première réunion du comité de pilotage stratégique avec tous les secrétaires généraux des départements ministériels, la suite s'est traduite en un chronogramme d'activités se déclinant en une série de rencontres, de présentations et de vulgarisation du cadre stratégique de la refondation de l'État assorti de ces plans d'action. Cela aussi nous permettra de le vulgariser auprès de toutes les forces vives de la nation. Ces activités constituent un paramètre important de mise en œuvre efficace des recommandations issues des Assises nationales de la refondation de l'État pendant cette période de transition. D'ailleurs, les autorités de transition ont déjà réaffirmé cette volonté à travers la création et la mise en place du CNCRANR, le comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des Assises nationales de la refondation, qui sera désormais notre gendarme dans le cadre de la mise en œuvre efficiente des assises. Le document en question comporte 5 piliers et 4 principes directeurs. Sa mise en œuvre va nécessiter la bagatelle de plus de 4 800 milliards de francs CFA sur 10 ans. Il sera évalué à mi-parcours au bout de 5 ans avant son évaluation finale. Les questions-réponses ont permis aux participants de mieux cerner le sujet et d'y apporter chacun sa touche personnelle en vue de son amélioration. Le Mali sera l'invité d'honneur de la 6e édition du Forum Italia Africa Business Week. Cette grande rencontre qui regroupe les acteurs économiques du continent et de l'Italie. L'annonce a été faite ce jeudi à l'occasion de la réunion préparatoire qui a regroupé autour du ministre de l'Industrie et du Commerce, l'ambassadeur d'Italie au Mali et des opérateurs économiques de notre pays. Le point avec Modibo Mariko. Du 16 au 17 novembre prochain, l'Italie va organiser la 6e édition du Forum Italia Africa Business Week, une rencontre internationale qui regroupera les acteurs économiques d'Italie et d'Afrique. Ces forums, couvrant des domaines d'activité aussi bien nombreux que variés, visent à mettre en place les bases d'un véritable partenariat devant aboutir à des investissements. Le Mali, un pays à fort potentiel économique, est très attendu à cette rencontre comme invité d'honneur. Stefano Antonio Dejan, ambassadeur d'Italie au Mali. Vous avez des potentialités que je pense sont parfaites pour les entreprises italiennes.
L'Italie, c'est le pays plus important dans le secteur de la mode. Deuxièmement, les habillements. Donc, pour moi, le Mali, c'est les jumeaux de l'Italie. Est venu le moment pour se connaître. Youssouf Bathily, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Au niveau de la Chambre, les préparatifs sont beaucoup avancés. On avait voulu vraiment faire profiter les missions qui vont à Bologne pour continuer directement sur Rome pour assister les deux événements. Ce forum est donc une véritable opportunité pour les acteurs économiques, notamment ceux possédant de petites et moyennes entreprises, des opérateurs économiques qui, pour mieux répondre aux espoirs placés en eux, ont besoin d'être mieux informés. Mahmoud Ould Mohamed, ministre de l'Industrie et du Commerce. Le marché italien est un des marchés les plus importants pour nous en Europe et même dans le monde. Nous avons une opportunité de l'explorer, de rentrer dans ce marché, de s'installer parce qu'il y a des bras ouverts, il y a des gens qui sont disponibles à mieux connaître non seulement notre pays, mais aussi nos produits. Nous ne voulons plus que nos produits passent par un autre pays européen pour l'Italie, mais que nos produits passent par l'Italie pour l'Europe. Le Forum Italia Africa Business Week sera précédé d'une autre rencontre, le Salon international des machines agricoles. Déjà pour les deux événements, une trentaine d'opérateurs économiques ont manifesté leurs intérêts. Des opérateurs qui évoluent dans presque tous les secteurs d'activité où notre pays est censé avoir des avantages comparables. L'objectif est aussi de donner une meilleure image de notre pays. Radio Mali à Caille et environ, 92.2 MHz en FM. Justement, lancement à Caille du projet Right to Grow. L'objectif est de mobiliser l'ensemble des autorités et des différents acteurs dans le cadre de cette étude de recherche sur la contribution des groupes de soutien aux activités de nutrition pour leur accompagnement et implication. Le point avec Kabadiara. Organisé par Stop Sahel, Association malienne pour la protection de l'environnement en collaboration avec ACF, le projet G5B portant sur la contribution des groupes de soutien aux activités de nutrition à la mise en œuvre de la stratégie eau, hygiène, assainissement et nutrition communautaire en région des Cailles dans le cadre du programme Right to Grow a été lancé ce jeudi dans la cité des Rails. Chérifat Mama Chabi, représentante du chef de base Action contre la faim à Caille. En considérant donc qu'aucune étude n'existe à ce jour au Mali sur la compréhension du rôle que peuvent jouer les GESAN dans la mise en œuvre des actions au niveau communautaire, incluant la WASH et la nutrition, cette recherche est en fait d'un très grand intérêt pour une démarche de compréhension afin d'améliorer les connaissances et pratiques en analysant les interactions des GESAN avec les populations. Cette étude qualitative au niveau communautaire nous permettra donc de produire des connaissances sur les capacités et les pratiques des GESAN, de comprendre la prise en compte des aspects WASH et nutrition pendant la mise en place et lors des activités des GESAN, et de comprendre la perception de la communauté sur le rôle des GESAN. Pour faire face à la problématique de la malnutrition, le Mali a élaboré des outils stratégiques intégrés dans les politiques de santé publique. C'est dans cette optique qu'Action contre la faim Mali, en consortium avec World Vision, ont à travers Stop Sahel coordonné depuis janvier 2022 la mise en œuvre du programme Right to Grow, projet pilote sur la contribution des GESAN dans le Wesh and Not qui s'étendra jusqu'en 2025. Amadou Kassogué, premier adjoint au préfet du cercle des Cailles. L'atteinte d'un tel objectif ne sera possible qu'avec une implication effective des autorités administratives, des autorités politiques, en aidant nos communautés au leadership et à l'appropriation du programme. Rappelons que ce projet est financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Caille, Kabadiara, Sidi Haïdara pour l'ORTM. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré reçoit les diplomates et demande des soutiens face à eux. Le capitaine Ibrahim Traoré soutient que son combat ne vise qu'à donner plus de quiétude aux populations en accélérant la lutte contre le terrorisme. C'est juste pour sauver notre patrie, nos terres, notre population, fait-il savoir pour expliquer les raisons du coup d'État. Sur le terrain, le travail a déjà commencé, soulignant le désormais chef de l'État qui saisit l'occasion pour demander le soutien des partenaires de Burkina Faso. Nous attendons le soutien de tous. Nous demandons votre soutien, a-t-il martelé, tout en se préoccupant pour le retour de la sécurité, la paix et la cohésion sociale et intercommunautaire. Le corps diplomatique et les représentants des organisations internationales ont réaffirmé leur disponibilité à accompagner le pays. Djibouti, accrochage meurtrier dans un camp militaire. Les autorités djiboutiennes parlent d'une attaque du front
pour la restauration de l'unité et de la démocratie, alors que le front de son côté évoque une riposte. Le bilan officiel fourni par les autorités djiboutiennes est de 7 morts, 4 blessés et 6 disparus, tous dans les rangs des forces armées. 9h09. Confortablement installé, Famoud Djourté, bonjour. Bonjour Mohamed Dira. L'AS Real de Bamako défie cet après-midi Heart of Oak Dakar, un match aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Oui. Et il s'agit pour les joueurs de Noumdiane de prendre une option sur la qualification pour les barrages avant la manche retour une semaine au Ghana. Pour en savoir plus, suivant cet élément de Seragatou Sissi. Après l'AS Douane du Burkina Faso, c'est au tour des Ghanéens de Harsafak de se mettre sur la route de l'AS Real au deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Les Scorpions vont se tester à un habitué des Coupes africaines, Harsafak du Ghana. Le Real est prêt à avaler l'os ghanéen. Noum Ghané, entraîneur de l'AS Real. Je pense qu'on a tout mis en œuvre quand même pour qu'on puisse être capable de répondre présent les jours J. Voilà. On a quelques soucis seulement par rapport à quelques joueurs qui ont des problèmes de santé. Bon, à part ça, je pense que ceux qui ont joué les matchs passés, la majorité sont là quand même. Des matchs amicaux ponctués de séances d'entraînement, 2 face-à-face sur le continent et un test d'envergure en Supercoupe du Mali, l'AS Real a eu le temps de connaître son niveau réel. L'adversaire Hassafak, vainqueur de la Coupe du Ghana 2022, a 3 matchs de championnat dans les jambes, 2 nuls, 1 défaite, 2 buts marqués, 3 buts encaissés. Noum Diané, entraîneur de l'AS Real. J'ai les informations sur l'équipe. On sait qu'ils ont beaucoup de joueurs avec l'équipe Chan du Ghana, qui jouent avec l'équipe Chan. Non, on a les informations sur cette équipe. Ce n'est pas une mauvaise équipe. Hein. Je pense que, connaissant bien le football ghanéen, on sait que techniquement, c'est des joueurs qui ont un certain niveau. C'est vrai que ce n'est plus le même Ghana qui a 20 ans ou plus. Voilà, mais bon, c'est un adversaire à respecter parce que c'est une ancienne équipe africaine. Quoi. Le technicien Noum Diané et ses hommes ont promis d'étouffer les Ghanéens et faire l'essentiel dès ce premier acte à Bamako, avant le retour une semaine plus tard à Accra. Voilà, AS Real de Bamako, Harsafak d'Accra, match aller du second tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF, coup d'envoi prévu à 16h au stade du 26 mars. En Ligue des Champions, le deuxième et dernier tour préliminaire allait se jouer ce week-end. Oui, Al-Merrek du Soudan a donné le ton hier en s'imposant par 2-0 face à Al-Ahly et Tripoli. 15 rencontres seront au programme ce samedi et dimanche. Le champion du Mali, le Djolbassi, accueille le CRS Belouizdad d'Algérie dimanche à 16h au stade du 26 mars. Les favoris qui étaient exemptés lors du premier tour entrent en lice également. Le champion en titre, Wydad Casablanca, fait face à Rivers United, un club nigérian. L'Ogre Al-Ahly a droit à un derby nord-africain contre l'US Monastir. Le deuxième tour aller de la Ligue des champions de la CAF prend fin le dimanche 16 octobre avec la rencontre RCK du Burkina Faso Vita Club de la RDC. À cause des événements politiques à Ouagadougou et sur demande du club burkinabé, l'affiche a été reportée d'une semaine. À noter que les 16 vainqueurs des matchs aller et retour se qualifient pour la phase des poules de la compétition, une étape qu'aucun club malien n'a encore goûté. Tournoi UFOA Zone A des moins de 17 ans, le Mali a obtenu sa qualification pour la prochaine CAN de sa catégorie en 2023 en battant donc la Mauritanie par le score de 2-0. Oui, l'équipe cadette du Mali de football sera bien en Algérie en 2023 pour la CAN de la catégorie. Hier, les jeunes Maliens ont validé leur billet dans le tournoi qualificatif de la zone Ouest A en battant 2-0 la Mauritanie, pays hôte du dit tournoi. Le coach Soumaïla Koulibaly et ses joueurs affrontent ce dimanche le Sénégal en finale du tournoi IFOA. La demi-finale de la Coupe du Mali de basket se joue aujourd'hui sur le parquet de la salle Salamatou Maïga du Palais des Sports. Et les favoris, le stade malien hommes et l'AS Police Dames visent le doublé Coupe Championnat, mais avec des outsiders comme
L'AS Mandé ou le Djoliba c'est homme et le Stade malien Luis Fass ou l'AS Real Dame, ce n'est pas gagné d'avance. C'est les messieurs qui ouvrent le bal. À 14h, le Djoliba AC sera face à l'AS Mandé. Juste après ce match, les deux demi-finales des dames suivront. AS Real Stade malien à 16h et AS Police Isfas à 18h. La soirée prendra fin avec la seconde demi-finale des messieurs entre le Stade malien et Fasso Kanou. Merci bien Famoudou Douté pour toutes ces informations. La suite dans une poignée de secondes. Chronique culture et société. Oui, nous restons dans la mouvance du 22 septembre dans la chronique culture et société. Nous parlons notamment de la résistance Dogon à l'occupation coloniale entre 1893 et 1920, une des résistances peu connues mais très importante. Le dossier est signé Cheikh Omar Sangaré. Les colonisateurs français ne se sont pas installés au pays Dogon la fleur au fusil. Entre 1893 et 1920, le peuplement du pays Dogon s'est opposé avec bravoure à l'occupation coloniale. Les Dogons sont reconnus comme étant des conservateurs de nos fondamentaux. C'est une communauté qui possède une riche culture guerrière. Général de division à la retraite Gabriel Poudjougou, membre de la commission technique des cadres de Guinée-Dogon. Au pays Dogon, tous ceux qui ne sont pas infirmes, en cas de conflit, sont obligés de s'engager. C'est pour ça que traditionnellement, de père en fils, les Dogons se partagent le fusil traditionnel, il y a les lances. Donc tout ce qui est comme harnachement pour le combat, chez nous, c'est un héritage naturel. L'homme Dogon est naturellement un guerrier. Un guerrier qui tient à sa liberté et qui va devoir se battre pour l'éprouver face à l'occupation et aux servitudes coloniales. La révolte s'enclenche progressivement au pays Dogon au fur et à mesure que les colons y pénètrent. La colonne française entre à Badjangara le 29 avril 1893 et met les cap sur Douanzan le 13 mai de la même année. Plusieurs villages entrent dans la danse et Sanga est attaqué le 17 juin 1896 par des troupes de 318 fusils et 2 canons de montagne. Puis, les occupants longent les falaises. Vous savez qu'il y a eu des combats à Korikori. Korikori, c'est à côté entre Gundara et Banyara. En 1896, quand la colonne est arrivée à Tereli, Tereli c'est occupé la falaise. Quand vous quittez Dourou, vous descendez, vous longez la falaise pour aller vers Amani, vers Banani, il y a Tereli. Et le premier affrontement, c'était à Tereli. Ça a été très dur. Ils ont perdu beaucoup d'hommes. Et la colonne même a été dispersée à Tereli. Les gens n'en parlent pas beaucoup, mais la bataille de Tereli a été vraiment très très dure. Ils sont repartis à Banyara. De Banyara, maintenant, ils ont passé par le plateau pour venir à Sanga. À Sanga également, il y a eu affrontement. Il y a eu beaucoup de morts à Sanga également. Mais beaucoup qui étaient au combat de Tereli sont montés à Sanga pour défendre Sanga. De Sanga, on part vers Nigari. Voilà, Nigari et vers Ibissa-Bouré. Et on peut même descendre vers Douanza. De ce côté également, il y a eu beaucoup d'affrontements. Il y a le village de Ibissa. Ibissa, c'est un village qui est situé dans les collines, qui est très difficile d'accès. Il y a eu une tentative qui a échoué. À chaque fois que les gens sont partis à Ibissa, ils ont été vaincus à cause de la situation très difficile du village. Il y a eu également la zone de Kassa. Et Bamba, c'est la même chose. La résistance Dogon fut rude à tel point que de 1903 à 1909, il fallait une autorisation spéciale et un convoi d'au moins 50 fusils pour qu'une troupe coloniale traverse le pays Dogon. C'est dans cette ambiance tendue que les membres de la Guinée brûlent le marché et le campement de Sao où étaient logés des colons le 31 mai 1909. Ceux qui sont installés dans des villes comme Bamako et Sigiri achètent des fusils plus perfectionnés et rentrent dans les falaises pour défendre la patrie. C'est comme ça qu'ils ont dit, ce qui se passe, il y a lieu vraiment maintenant de mettre en place une grande opération de pacification. Et cette grande opération de pacification, justement, a été menée en faisant appel à beaucoup de forces, tout un bataillon, et qui ont attaqué ces villages. Après Dala, nous avons Kikara. Après Kikara, nous partons vers Boni. Donc c'est comme ça qu'il y a eu la bataille de Kikara également. Et ça, c'était en 1910. Le dernier combat a eu lieu à Tabi. Tabi, c'est au sud de Omburi, en 1920.
La première décennie des années 1900 fut donc marquée par l'échec de la politique d'apprivoisement des Dogons. Pour pacifier la zone, les troupes coloniales ont récupéré entre le 3 décembre 1909 et le 7 février 1910 8000 fusils, 3000 lances et flèches aux défenseurs Dogons. La résistance Dogon à la pénétration coloniale de 1893 à 1920 est une autre page glorieuse du grand livre de l'histoire contemporaine du Mali. Voilà, à 9h passées de 20 minutes, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Bintou Traoré à la mise en onde. Coordination éditoriale Ousmane Daoud, la mise en ligne est assurée par Cheikh Abdul Aziz Koulibaly. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de l'ORTM. Au revoir.